Je n'ai pas grand-chose à ajouter, hein. Je vais essayer de reprendre un certain nombre de questions qui ont été évoquées juste ici. Alors, on a une demi-journée, hein, ou une journée, hein, consacrée, entre autres, à la communication scientifique. Et je crois qu'il faut bien montrer la difficulté qu'on a en tant que chercheur à communiquer. Je vais vous donner une illustration assez simple de cela. On m'a demandé un titre. Et moi, je voulais parler de ce qui a été évoqué tout à la fin de cette table ronde, du fait qu'en tant que scientifique, on a des doutes. Et donc, j'avais intitulé mon exposé « Science et défiance ». Et on m'a dit « Non, 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 pour la communication, ça ne va pas du tout. Alors, vous allez faire science et confiance ». Alors bon, j'ai dit oui, effectivement, le but, c'est d'inspirer confiance à la population. Mais je vais quand même vous parler un tout petit peu de défiance, parce que je crois que c'est le point central. Et alors je remercie bien sûr les orateurs précédents. Ils justifient un tout petit peu ce que... Donc, alors, comment est-ce qu'on fait ? Voilà. Donc, je voudrais commencer par une citation que j'affectionne tout particulièrement d'un grand penseur, Paul Valéry, dans son petit essai, ce n'est pas un essai, c'est une espèce de nouvelle, mais c'est un tout petit peu un essai, hein, Monsieur Test. Valéry n'était pas un scientifique, mais on sait qu'il se levait tous les matins pour écrire sur le monde qui l'environnait, et il avait des idées sur beaucoup de choses, et je crois d'ailleurs qu'avant cela, on disait qu'il faisait des mathématiques. Bon, est-ce que les mathématiques sont de la science ? C'est une autre question. Mais en tout cas, cet homme extrêmement curieux a mis en scène ce personnage, Monsieur Test. Le terme lui-même laisse entendre que c'est une espèce d'expérimentateur de lui-même. Et cette petite phrase, je la trouve très intéressante. Il y a des instants où tout paraît clair, où tout est plein, tout sans problème. Dans ces instants, il n'y a plus de science. Je crois que ça rejoint un tout petit peu ce dont nous parlions tout à l'heure. Ou si vous voulez, la science est accomplie. Mais à d'autres heures, rien n'est évident. Il n'y a que lacunes, actes de foi, incertitude. On ne voit que des lambeaux et d'irréductibles objets de toutes parts. Effectivement, je crois que la science part d'une défiance envers les évidences du monde de tous les jours, évidence donnée par les sciences. Il continue, je dis, il se lève la nuit, le scientifique, justement, parce que tout d'un coup, on n'a pas tout à fait confiance. Sinon, on ferait autre chose. Et en même temps, il cherche à se rassurer. Et il y a cette tension entre les deux, entre laquelle nous nous trouvons toujours. C'est-à-dire, d'un côté, mettre en cause notre propre savoir, mettre en cause nos démonstrations, et puis d'un autre côté, se dire « Ah oui, oui, mais j'ai raison, au-delà des autres. » Et on est les deux comme scientifiques. Et c'est bien ça qui explique nos tentations, de temps en temps, de tricher un tout petit peu avec nous-mêmes, avec les faits. Et c'est la question. Donc comme on s'est plus ou moins aperçu de tout ceci, on cherche le moyen de passer à coup sûr du second état, c'est-à-dire de l'état de doute, vers le premier, puisque c'est ça le but du scientifique. Et de transformer à volonté l'esprit inquiet du moment en le possesseur tranquille de tout à l'heure. Et vous voyez que c'est, je crois, ce qui est tout à fait central dans la démarche scientifique. Donc au cœur de l'activité scientifique, on peut dire qu'il y a la controverse. Et je crois que c'est central. Je vais donner simplement un petit exemple. Alors d'abord, cette controverse, j'ai dit, le scientifique lui-même est inquiet, il a des doutes sur sa propre connaissance, mais collectivement, bien sûr, on reflète aussi cela, c'est-à-dire qu'il a des doutes sur les connaissances que lui donnent les autres. Et donc, bien sûr, c'est un peu ce que disait Pierre tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une mise en cause, il y a une défiance, il y a un mouvement compliqué, un mouvement en 8, peut-être encore plus compliqué que cela. C'est la démarche scientifique elle-même. Cette défiance collective est ce qui est le moteur de la science. C'est ce qui fait qu'on va pouvoir avancer. Donc, elle est bonne parce que
elle nous aide à progresser. Et je voudrais donner un exemple ancien que tout le monde connaît, bien sûr. C'est sur l'histoire de... bon, c'est mauvais, l'image n'est pas très bonne, mais peu importe. La cosmologie, on connaît tous le système ptolémaïque au départ, dans lequel la Terre est au centre, et puis ensuite les intuitions de Copernic, et puis ensuite les critiques de Tycho Brahe, qui va non pas mettre en cause totalement le système ptolémaïque, copernicien, et revenir au système ptolémaïque, mais montrer les limites, et puis ensuite les théories de Kepler. Et puis on pourrait continuer, bien sûr. Toute l'histoire des sciences, dans tous les domaines, que l'on prenne le domaine de la santé, le domaine de la géologie terrestre, avec la dérive des continents, etc. Ce sont chaque fois des controverses qui ont été dépassées. Et je crois qu'il est important de bien comprendre la logique qu'il y a au cœur de ces controverses. Une controverse, c'est effectivement ce qui va être le moteur de la science, mais en même temps, une controverse, c'est que le moment où un scientifique dit qu'il n'est pas d'accord avec les théories anciennes, c'est en même temps lui qui va devoir faire la preuve, et une fois qu'il aura fait la preuve, cette controverse sera elle-même dépassée. Alors pourquoi je parle de ça? Parce que c'est de l'épistémologie tout à fait classique. Je parle de ça parce que le scientifique est dans un monde où il n'y a pas que des scientifiques. Et je voulais citer, vous le reconnaissez tous bien sûr, c'est notre Premier ministre, et je l'ai écouté attentivement parce que j'ai été invité, certainement comme quelques-uns d'entre vous, il y a quelques mois, à une cérémonie qui avait lieu à la Maison de la Mutualité, où il s'agissait de commencer ou de réfléchir aux 80 ans du CNRS. Alors, je voudrais entre parenthèses d'ailleurs dire, cette année, ce sont 2 grandes années, les 80 ans du CNRS, tout le monde le sait, mais il y a aussi une autre date qui pour moi est importante, ce sont les 25 ans du comité d'éthique du CNRS, parenthèse fermée. Mais, ce que j'ai beaucoup aimé dans le discours, je ne sais pas si plusieurs d'entre vous ont dû y assister, c'est très intéressant parce que, c'est, on peut dire, un politique chez les savants, il nous a rappelé le savant et le politique de Weber. Et il a cité la préface qu'a faite Raymond Aron du savant et du politique. La vocation de la science est inconditionnellement la vérité. Je crois que c'est extrêmement important. Nous sommes mus, en tant que scientifiques, par la quête de la vérité. Mais malheureusement, dans le monde dans lequel nous sommes, il y a d'autres personnes qui sont mues par d'autres objectifs que la quête de vérité. Et notre rôle, c'est à la fois de chercher la vérité, mais de convaincre ces gens que la vérité est bonne. Et comme le disait avec malice le Premier ministre, en rappelant justement la préface de Raymond Aron, si la vocation de la science est inconditionnellement la vérité, le métier du politicien ne tolère pas toujours qu'on la dise. Il y a même des scientifiques qui deviennent politiciens et qui, à ce moment-là, nous avons quelques exemples que je ne citerai pas, ont des petites entorses à la vérité. Alors, ce problème, on conçoit bien sûr que ce soit un problème pour le politicien, mais ce n'est pas seulement un problème pour le politicien, c'est un problème dans la société en général. Et un problème qui s'est considérablement accentué, qui s'est considérablement accru ces dernières années avec la diffusion massive d'informations, avec les réseaux sociaux. Donc il y a toujours eu, bien sûr, des nouvelles erronées, ce qu'on appelle des vérités alternatives, ou des infox en français. Mais aujourd'hui, ça prend une ampleur très considérable. Et ça prend en particulier une dimension importante dans le champ scientifique. Vous avez un certain nombre de théories alternatives aux théories scientifiques, qui reflète un tout petit peu ce que vous avez dit sur la calvitie. Bon, moi, je rêverais que ça puisse marcher, des méduses qui m'aideraient à faire repousser mes cheveux. Mais bon, au fond, ça n'est pas très grave. Il y a des choses qui sont beaucoup plus graves que celles-là. Parce que là, ça ne serait que mon porte-monnaie. Et on va citer quelques théories importantes, comme les théories du réchauffement climatique. Il
il est essentiel pour la survie de l'humanité, hein, de prendre conscience des grands enjeux, hein, des transformations hein, qui vont avoir lieu sur la planète, et de tout mettre en œuvre, bien sûr, pour éviter des catastrophes. Malheureusement, un certain nombre de gens qui sont en général des non-scientifiques, même s'il y a eu quelques scientifiques qui l'ont fait, mais qui n'étaient pas des spécialistes du domaine du climat. Hein. Donc, un certain nombre de gens, bien sûr, critiquent, hein, pour des raisons tout à fait compréhensibles, qui sont des raisons matérielles, ces théories sur le climat. Question, bien sûr, c'est une controverse. J'ai dit tout à l'heure que les controverses étaient bonnes, que c'était le moteur de l'activité scientifique. Mais est-ce que ces controverses-là sont le moteur de l'activité scientifique? Alors d'un côté, on nous dira, c'est formidable, on démocratise les choses, hein, comme monsieur tout à l'heure, il nous dit, ah bah oui, il n'y a pas que les scientifiques, il faut faire parler tout le monde. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas une différence de nature entre l'intervention du scientifique et celle d'un certain nombre d'autres acteurs ou d'autres personnes dans le champ social? Et c'est, je crois, cela dont il nous faut parler aujourd'hui. Et c'est bien une des questions qui se posent pour la communication scientifique. Alors je vais continuer, hein, parce que s'il n'y avait que le climat, enfin ceci étant, c'est une affaire suffisamment problématique, bien sûr, pour que ce soit important. Mais il y en a plein d'autres. Hein. Alors on va citer hein, les vaccins. Bah, ici, on est à l'INSERM, j'imagine que hein, vous savez bien hein, tout ce qu'il y a comme polémique autour de vaccins. Et là encore, il y a des scientifiques hein, qui se piquent de soulever la controverse, et pas des moindres. Hein. Et puis on peut continuer. Oui. Le tabac, hein, bien sûr, hein, avec la nocivité du tabac. Les OGM. Puis on peut continuer, alors je vais en citer juste quelques-uns parce que ce serait vraiment lassant, mais simplement pour voir qu'on est dans un monde dans lequel, effectivement, il y a, en dehors du champ scientifique, mais quelquefois même des scientifiques, qui vont énoncer des théories, qui prétendent soulever des controverses, mais qui en réalité sont orthogonales au savoir scientifique. Et la question, c'est de savoir comment nous, en tant que scientifiques, nous nous positionnons face à cela. Alors, il y a eu un monde où il y avait un statut particulier du scientifique. Aujourd'hui, la question, c'est celle du statut actuel du scientifique dans l'espace public, et c'est de ça un peu dont je voudrais parler. Au fond, hein, si on reprend, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit ce matin, je voudrais aller un peu plus loin en insistant sur une dimension politique qui est liée à la question de la communication scientifique et du savoir scientifique. La pollution, l'évolution, le travail, etc. Hein, avec toutes les. Je pourrais passer 2 heures à mentionner tout ça, même plus. Je voudrais juste. Il y a un élément que j'ai trouvé tout à fait surprenant. Je vais vous le mentionner tout de suite. Jeanne Calment. Même elle, la pauvre. On nous a expliqué qu'elle n'était pas du tout, c'est pas elle, c'est sa fille, parce qu'elle a voulu toucher l'héritage, etc., sans payer les frais de succession. Donc, oui, je veux dire, on est quand même dans un monde qui est, de ce point de vue-là, tout à fait problématique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, je vous ai dit, le scientifique, ce qui est le moteur de son activité scientifique, le moteur du progrès, c'est la défiance et c'est le doute. Et là, vous avez des gens qui vous promettent, qui vous proposent de douter. Comment est-ce que vous pouvez faire? Vous n'allez pas leur dire, bah non, ils vous disent si, mais si vous êtes vraiment scientifique, vous devez douter. Donc au fond, on peut dire que, pour résumer, le savant, ou le scientifique, est otage de sa défiance. Et je crois que c'est le problème que nous rencontrons tous aujourd'hui. Alors, nous pourrons nous dire, les vérités alternatives, les infox, les pamphlets, les libelles ne sont pas nouveaux. Hein. Là, j'ai pris quelques exemples, quelques illustrations, un peu avant la Révolution française ou juste après, au sujet de Marie-Antoinette, hein, tout ce qu'on pouvait dire, et j'en ai pris relativement peu. Il y en a énormément. Qu'est-ce qui change aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que nous sommes, je crois, dans une société qui est différente de celle qui existait hier? Et cette différence est liée, à mon sens, aux technologies de la communication. Et, entre autres, à l'information. Et l'information, c'est le traitement de l'information. Vous savez que je suis spécialiste d'intelligence artificielle, et c'est pour ça, bien sûr, que ces questions m'ont beaucoup intéressé.
Alors, pour essayer d'aborder cette question, dans le cadre du comité d'éthique du CNRS, nous avons rédigé un rapport qui est apparu il y a 1 an sur ce qu'on a appelé les nouvelles responsabilités pour les chercheurs à l'ère des débats, ou à l'heure, pardon, des débats sur la post-vérité. Est-ce que, effectivement, nous rentrons dans une ère nouvelle où ce qui compte, c'est plus tellement la vérité, c'est la façon de l'affirmer dans l'espace public. Et comment est-ce que nous, en tant que chercheurs, nous pouvons nous positionner? Est-ce que nous pouvons nous contenter, du haut de nos chaires académiques, d'une protestation? Je crois que la situation est malheureusement beaucoup plus compliquée que cela. Parce que, effectivement, nous sommes interpellés par un certain nombre de gens qui nous disent « Nous voulons tous participer au débat collectif et vous n'avez pas de raison, du fait que vous avez été bien éduqués, que vous êtes bien nourris, que vous êtes bien logés, de nous imposer une vérité qui serait la vôtre. » Et donc, comment est-ce que nous pouvons faire dans ce contexte-là? Et bien, c'est la question, en tout cas, qu'on a essayé de poser. D'abord, on a essayé de faire le constat, de voir d'où cela venait, et puis ensuite voir qu'est-ce qu'on peut faire. Et vous allez voir que ça n'est pas facile. Alors, c'est ce que je vais essayer de vous présenter ici. Alors, comment rétablir la confiance dans les sciences? Au fond, c'est un peu, je crois, une question qui est celle que nous nous posons tous, et en particulier dans cette demi-journée qui essaye de traiter les problèmes de communication scientifique. Il me semble que c'est bien le problème que nous avons, ce qu'on a vu ce matin. Alors, bien sûr, on va essayer d'énumérer les causes de cette défiance envers la science. Alors, les premières causes, bien sûr, et c'est bien sûr ce qu'a dit Hervé Ménon tout à l'heure, c'est les problèmes d'infraction à l'intégrité scientifique. On nous dit, vous scientifiques, eh ben, vous défendez vos propres intérêts. Vous êtes des tricheurs, vous voulez faire carrière. Et donc, pour cela, votre vérité, nous n'avons aucune raison de la croire. Et donc, je crois qu'effectivement, il est important de montrer que c'est le fait d'une infime minorité de scientifiques, qu'il y a des causes à ça, en plus, il y a des causes systémiques. Il y a, je crois, la difficulté, la pression à la publication, enfin, tout cela justifie ça. Mais c'est minoritaire et il faut de toute façon, même si c'est minoritaire, arriver à régler ces problèmes. Et de ce point de vue-là, bien sûr, il faut supprimer ce qu'on appelle les fraudes. Alors ça, il y a un sigle souvent qui est repris, FFP, c'est falsification, fabrication et plagiat. Moi, je crois qu'il faut bien distinguer les deux, parce que je crois que fabrication et falsification, c'est une atteinte à la vérité, et c'est vraiment ce qui nous importe ici. Plagiat, c'est critiquable, mais c'est une atteinte, au fond, à un autre individu. Et donc, c'est d'un autre ordre. C'est bien sûr condamnable, mais ce n'est pas du même ordre. Mais en tout cas, il est vrai que tout ça pose problème. Mais il y a aussi il y a d'autres questions liées à l'intégrité. Il y a tout ce qu'on appelle la zone grise, ce qu'on appelle en anglais questionable research practices, les pratiques de recherche discutables. Mais je crois qu'il y a aussi des questions épistémologiques qui se posent aujourd'hui. Et je suis spécialiste, je vous l'ai dit, d'intelligence artificielle. L'utilisation qu'on fait des ordinateurs, des masses de données, pose un certain nombre de problèmes. Et je crois qu'il importe de réfléchir à cela. Alors là, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, mais ce que je voulais, c'était vous citer ici un article que vous connaissez tous, certainement. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour régler le problème? Bien sûr, il y a les questions d'accès, disons, d'évaluation par les pairs. Normalement, c'est ça qui permet de vérifier que des articles sont corrects. Mais là encore, on a vu tout à l'heure que cette évaluation par les pairs peut être mise en cause. Alors, on a parlé des sciences de l'homme et de la société, mais dans le domaine des... Pardon, on a parlé de la médecine, mais dans le domaine des sciences de l'homme et de la société, c'est souvent encore plus délicat et plus problématique. Et puis, bien sûr, il y a une tendance actuelle qui est celle de l'accès ouvert. Alors, l'accès ouvert, d'un côté, c'est formidable, parce que tout le monde aura accès à la connaissance. Je sais qu'il y a des gens qui disent que c'est une façon de restituer au public ce que le public a payé par ses impôts. Et c'est très généreux. En réalité, les articles scientifiques, une fois qu'ils arrivent au public, ils sont en général difficilement lisibles par le public. Donc je ne suis pas sûr qu'on puisse vraiment restituer de cette façon-là. Je crois qu'il faut des médiateurs, comme on l'a vu tout à l'heure. Mais surtout, l'un des dangers de l'accès ouvert, c'est que les procédures d'évaluation peuvent être beaucoup plus laxistes. Et donc, vous pouvez avoir un mélange, vous pouvez avoir n'importe quoi.
Donc ce sont, je crois, des questions qu'il faudra se poser dans les années qui viennent. Mais je voudrais continuer sur la question de la rigueur scientifique, puisque je l'ai évoqué tout à l'heure, la question de l'utilisation des grandes masses de données. Donc, d'un côté, on se dit, c'est formidable, avec l'intelligence artificielle, vous prenez le monde, vous avez des capteurs, et à partir de ça, vous aspirez le monde et vous restituez quelque chose qui est statistiquement tout à fait pertinent, et donc vous allez avoir une vérité sans la médiation d'un homme, ça va être une vérité objective. Alors bien sûr, c'est très problématique. Alors je vais donner un exemple que je trouve très intéressant, qui illustre ça. C'est un article qui prétend reconnaître l'homosexualité au faciès. Vous allez me dire, oh, c'est un peu choquant. Alors question, voilà, est-ce que c'est parce que la conclusion scientifique est choquante que ça ne doit pas être pris en compte, ou est-ce que c'est parce que la méthode scientifique est discutable? Et moi, je pense que c'est une question de méthode scientifique. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés sur un site de rencontre aux États-Unis, et là, les gens déclarent leur orientation sexuelle. Et à partir de ça, ils avaient des photos, et chaque fois, l'orientation sexuelle. Et par apprentissage, ils sont arrivés à construire une machine qui est capable de déterminer à tant de pourcents l'orientation sexuelle en fonction du visage. Et ils disent, en fait, c'est les physiognomes, vous vous souvenez, c'était ces théories du 19e siècle, la physiognomie, nous explique qu'il y a un lien entre les os du visage, la forme des os du visage et l'orientation sexuelle. Et ils donnent une explication qui ne prouve pas. Ils disent, c'est de la faute des femmes. C'est normal. Parce que pendant leur grossesse, c'est les mères, pendant leur grossesse, elles ont eu un excès d'hormones dans le sens inverse, il ne fallait pas, et ça a déterminé à la fois la tête de la personne et son orientation sexuelle. Bon, c'est pour de multiples raisons absolument absurdes, ne serait-ce que parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui changent d'orientation sexuelle au cours de leur vie, mais je crois que ce qui est très important, c'est qu'ils nous disent, mais ça c'est objectif. Et ça n'est pas objectif, parce que c'est une collection de données à un moment donné, dans des conditions très particulières, puis il se peut qu'il y ait d'autres éléments, c'est pas objectif, c'est-à-dire qu'il aurait fallu prendre juste les os du visage, enlever les cheveux, enlever le maquillage, enfin il y a tout un tas de choses qui n'ont pas été faites, donc il se peut qu'il y ait des attitudes dans la photo elle-même, des bijoux, enfin tout un tas de choses qui soient vraiment liées à l'orientation sexuelle et qui ne sont pas prises en compte, donc ça n'a rien d'objectif. Je crois que c'est important, une réflexion épistémologique. Moi, ce qui est beaucoup plus grave, c'est ce que vous voyez ici, sur l'article. Étude approuvée par le comité d'éthique de l'université de Stanford. Alors j'espère, en tant que président d'un comité d'éthique, je n'ai pas à faire des évaluations de ce type-là, mais que les critères que nous allons mettre en place ne conduiront jamais à approuver de telles études. Et ça montre bien qu'il ne suffit pas d'avoir des bons principes éthiques, parce que là, ils ont certainement vérifié qu'il n'y avait pas d'atteinte à la privacy, à l'intimité de la vie privée, j'en suis sûr. Mais ça ne veut pas dire pour autant que ce soit quelque chose d'éthique. Et ça veut dire aussi que l'éthique, elle doit aussi se soucier d'épistémologie. Donc ça, je crois que ça montre bien toute la difficulté dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Alors je vais reprendre ce petit rapport que nous avons écrit ensemble. Donc voilà un peu le plan de ce rapport. Donc, introduction, science et post-vérité, quels sont les problèmes, quels sont les lobbies, qui sont de différents ordres. Ça peut être des lobbies religieux, ça peut être des militants politiques, ça peut être tout un tas de gens. Et puis, à partir de ça, donc, on est intervenu sur la notion de controverse scientifique, qui nous semble extrêmement importante, nous avons essayé d'inventorier toutes les possibilités qui ont été introduites pour mettre fin à, essayer en tout cas, de donner à la parole de scientifiques plus de poids. Alors l'une des solutions qui est très intéressante, c'est la question du fact-checking. On va revenir là-dessus, parce que est-ce que le fact-checking est suffisant pour éviter les fausses opinions? Et bien, nous allons voir que c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué que cela. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, le savant est otage de sa défiance. Alors, nous avions introduit là une formule qui... Voilà ce que vaut une formule, le bon doute et le mauvais doute. Bon, il se trouve que ça a plu et qu'il y a un médecin qui m'a demandé d'écrire un article avec lui
sur justement cette opposition entre le bon doute et le mauvais doute. Alors je voudrais vous livrer ça très brièvement parce que je crois que, sans être une solution au problème, en tout cas, c'est peut-être une façon aussi de le reformuler de façon différente. C'est qu'effectivement, il y a, je crois, dans le monde actuel, un mauvais doute qui est véhiculé par les réseaux sociaux, par Twitter, etc., qui sont des formes brèves, des formes affirmatives, qui elles-mêmes ne doutent pas. C'est un doute qui, lui-même, ne se met jamais en cause. C'est un doute sans défiance. Et je l'ai dit tout à l'heure, le moteur de la science, c'est d'abord la défiance. Et puis face à cela, qui peut engendrer soit le scepticisme, soit des prises de position idéologiques, je crois qu'il y a un bon doute. Alors là, c'était des médecins et ils m'avaient donné quelques illustrations du type de choses, c'est-à-dire que des questions qui ont été considérées à certains moments comme des évidences, et puis qui ensuite, parce qu'on a douté, on a conduit un certain nombre d'expériences qui ont conclu à des positions différentes des a priori. Par exemple ici, le fait que la préparation intestinale avant la chirurgie colique était quelque chose de positif. Pendant des années, c'est ce qui a été fait. Et ensuite, c'est le doute qui a fait que, je ne suis vraiment pas compétent dans ce domaine, mais qui fait qu'au bout de quelques années, on s'est rendu compte qu'effectivement, c'était quelque chose qui n'était pas indispensable et que ça ne changeait rien au résultat. Sur la chirurgie robotique, alors là, c'est une question qui m'intéresse, puisqu'en tant qu'informaticien et spécialiste d'intelligence artificielle, on est souvent interrogé sur l'utilisation des robots pour la chirurgie. Et là, on se rend compte que les résultats sont beaucoup moins positifs que ce qu'on avait pu l'imaginer au départ. C'est simplement l'expérience, c'est la démarche scientifique qui permet d'arriver à des conclusions de ce type-là. Et c'est le doute, bien sûr, qui fait que on est allé un peu plus loin que ce qui paraissait des évidences ou des a priori. Ici, je parle d'autres questions comme la résection locale des cancers du baryton. Tout ça pour dire que dans différents domaines, et c'est vrai aussi dans le domaine médical, le doute est quelque chose d'essentiel à la démarche scientifique. Mais justement, c'est un doute qui n'est pas du même ordre que le doute initial. Il ne s'agit pas simplement de mettre en cause la conclusion scientifique, il s'agit, à partir de ce doute, de mettre en œuvre une démarche expérimentale qui va essayer de prouver quelque chose. Je crois que c'est tout à fait essentiel. Alors maintenant, je voudrais insister sur ce dont j'ai parlé, ce que j'ai évoqué tout à l'heure sur le fact-checking. Il se trouve qu'à la sortie de ce rapport, j'ai vu que la division Connect de la Commission européenne sortait un rapport sur un sujet connexe. Ce qui est, dans le cas de Connect et Connex, c'était tout à fait bienvenu. Une approche multidimensionnelle sur la désinformation. Ça, c'est le titre. Mais le sous-titre était encore plus intéressant. Report of the Independent High-Level Groups on Fake News and Online Disinformation. Donc là, je me suis dit, c'est très intéressant. Ils ont fait ce que nous cherchions à faire. Donc je l'ai lu immédiatement. Alors ce rapport, qui est relativement conséquent, a été rédigé entre janvier 2018, je crois, et mars ou avril 2018, donc relativement rapidement, avec 29 experts. Et en lisant ce rapport, j'ai vu que ces experts préconisaient de faire ce qu'on appelle en anglais du fact-checking, la vérification de faits. Et ils demandaient à la Commission européenne de lancer des programmes de fact-checking pour financer des projets de recherche. Je suis ingénieur, vous savez, au départ, et spécialiste d'intelligence. Donc, d'un côté, je me dis, oui, c'est formidable, la puissance de la technologie, mais quand même, je trouvais que c'était un tout petit peu trop technophile. Alors, j'étais mal à l'aise, parce que, d'abord, on sait que c'est très difficile. Repérer automatiquement des faits erronés, ça ne se fait pas facilement. Déjà, pour nous, c'est difficile, mais alors en plus, pour une machine, c'est encore plus difficile. Et puis, il y a un deuxième problème, c'est qu'on sait que même si vous expliquez à des gens que leur croyance est fausse, c'est peut-être lié aux questions d'émotion, eh bien, ça ne change rien. C'est-à-dire que dans un premier temps, ils vous mettent en cause et ils ne mettent pas en cause leur propre croyance. Par exemple, si vous savez sur les vaccins, vous expliquez à des gens qu'effectivement, vacciner, c'est positif, ça ne change pas. En France, on le sait, malheureusement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont hostiles à la vaccination. Et puis, bien sûr, on fait ça sur d'autres choses. Alors, j'ai regardé quand même les experts. Et là, c'était très intéressant parce qu'il y avait des industriels et puis quelques universitaires, des industriels européens qui sont très connus. Vous connaissez Google, Amazon,
Twitter, Facebook. Et là, bon, je dis, c'est un peu curieux. Il se trouve que, un an après, j'étais à une conférence, et puis là, il y avait quelqu'un, il me semblait que son nom était dans le rapport, donc je vais la voir, et je lui dis, mais c'est universitaire. Elle me dit, oui, oui, mais parce qu'il valait mieux qu'on les ait avec nous que contre nous, etc. Hein, donc, c'est le loup dans la bergerie, bien sûr. Il y a eu heureusement un juste, vous savez, c'est important, hein, parce que c'est le juste qui rachète tout le monde. Un juste, et c'est un journaliste, hein, c'est RSF. En fait, il y avait deux justes, il y avait RSF et ils n'ont pas voulu signer. Et un des deux explique pourquoi. Parce que, selon eux, la principale cause de la désinformation et des informations alternatives, leur circulation sur Internet, tient au modèle économique des grands acteurs de la technologie. Bien sûr que vous imaginez bien qu'ils n'avaient aucune envie de tuer la poule aux œufs d'or. Alors je cite ici une petite Vélès. Vous avez entendu parler de Vélès? Alors c'est très intéressant. C'est une petite ville de Macédoine, extrêmement pauvre. Il se trouve que, au moment des élections américaines, des jeunes collégiens avaient pris l'habitude d'envoyer des fake news en mauvais anglais aux États-Unis, et ils ont gagné beaucoup d'argent avec ça, à côté de leurs parents qui gagnaient très peu, et ils ont réussi à survivre avec ça. Donc effectivement, c'était un modèle économique pour eux, c'était formidable, mais ça a peut-être eu des effets tout à fait désastreux. Ils envoyaient des centaines, des milliers de fake news. Tout ça pour dire qu'effectivement, nous avons une industrie de l'information qui change totalement la donne. Alors, je voudrais prendre un tout petit peu de recul et vous émettre une hypothèse sur laquelle je travaille depuis un certain nombre d'années, c'est qu'effectivement, on est dans un monde qui a changé. Alors, j'appelle ça la logique, et d'une certaine façon, la victoire de Wikileaks. Vous allez dire, Julian Assange, non, on ne peut pas dire que c'est une vraie victoire aujourd'hui. Il est en prison, il a une situation terrible. Mais qu'est-ce que nous disait Julian Assange? Julian Assange part du principe que nous vivons dans un monde d'asymétrie d'information. Selon lui, il y a des régimes autoritaires de surveillance qui sont condamnés, et il y a, opposé à ces régimes, le peuple. Et donc l'idée, c'est de défendre le peuple pour lutter contre l'autorité suprême. Donc ça se fait de deux façons. D'abord, est-ce que les gens ne savent pas assez, Julian Assange a commencé sa carrière en hackers blanc, en chevalier, défenseur des pauvres, pour diffuser des techniques de cryptage d'informations. C'est l'époque où on n'avait pas le droit de crypter l'information. Il commence très très jeune comme ça. Un cryptage d'informations pour protéger la vie privée des individus contre l'autorité. Et puis ensuite, à l'inverse, il se dit qu'il faut militer pour la transparence des puissants. On retrouve les mêmes logiques en France avec la quadrature du net. Il nous explique vie privée et transparence. Pour moi, c'est contradictoire. Pour eux, c'est pas contradictoire parce que vie privée, c'est pour les petits, transparence, c'est pour les puissants. J'insisterai pas là-dessus parce que ça pose plein de problèmes. Mais l'idée, c'est d'inverser cette asymétrie en promouvant effectivement ce que j'appelle un régime de surveillance. C'est l'idée que tout le monde va pouvoir prendre l'information et la diffuser à loisir. Effectivement, c'est là-dessus, dans ce régime que nous vivons aujourd'hui. Et souvent, on a plutôt tendance à regarder dans le rétroviseur de l'histoire et à penser et à craindre la surveillance. On se dit, attention, c'est terrible, l'État va nous prendre nos informations. En réalité, ce n'est pas tellement l'État aujourd'hui qu'il faut craindre, ce sont d'autres acteurs que l'État qui utilisent les informations contre nous. Alors, juste la surveillance, celui qui veille est au-dessus, c'est pour ça qu'on va l'opposer à la surveillance. Donc les exemples, cette notion de surveillance se généralise au moment de la constitution de l'état de droit, et elle est emblématique des grandes institutions qui ont été celles de l'univers dans lequel on vit depuis le début du XIXe siècle. La prison, avant il y avait des cachots, il n'y avait pas de prison, l'hôpital, l'école, l'usine, etc. Et l'idée c'est que, bien sûr, les autorités veulent s'assurer que l'on obéisse bien aux lois. J'ai dit, c'est l'état de droit qui est derrière ça. Avec une architecture comme le panopticon de Bentham, dont vous vous souvenez tous. Voilà, il est là, avec une tour centrale, et des gardiens qui voient l'extérieur, mais qu'on ne voit pas eux-mêmes. Et l'idée ici, c'est que la vue vous donne le pouvoir. Nous sommes dans un monde totalement différent, et c'est bien sûr ce qui nous intéresse ici, c'est ce que j'appelle la surveillance. Celui qui veille est au-dessous, sous l'autorité. Et donc, c'est l'exemple de citoyens qui filment la police dans les rues. On a vu ça ces derniers mois. On est vraiment typiquement là-dedans. Et qui est-ce qui est
qui prend le pouvoir, ça va être des grandes compagnies ou des politiciens qui vont enregistrer les miettes de comportement pour essayer de savoir ce qu'ils désirent et de simuler leurs désirs. Vous voyez que la logique est complètement différente. Ce n'est pas l'utilisation de l'information pour dominer, pour emprisonner, etc. C'est l'utilisation de l'information pour savoir ce qui va plaire. Au fond, nous étions dans un monde du bâton, et là, nous sommes dans un monde de la carotte. Et l'architecture, c'est ce que j'appelle le catopticon, j'ai pris la même architecture, et je me suis amusé ici, on remplace la tour, on la vide de ses occupants, on la remplace par des miroirs, et tout le monde voit tout le monde. Bien sûr, le problème, c'est que dans cette société-là, nos capacités cognitives sont limitées. Et à ce moment-là, vous avez de nouveaux acteurs qui possèdent ce que j'appelle des organismes informationnels, qui sont capables d'agréger toute l'information et ensuite de l'utiliser. Alors, je vais très rapidement là-dessus, mais simplement, je voulais vous montrer que je crois qu'on bascule d'une logique dans une autre. Et c'est extrêmement important parce que le statut du scientifique, qui était un statut d'autorité dans le monde de surveillance, aujourd'hui devient un statut latéral, périphérique. Et donc, il a énormément de mal à attirer les regards vers lui et à expliquer ce qu'est la science qu'il a faite. Je vous prie de m'excuser, c'est un tout petit peu compliqué, mais je crois que c'est important parce que ça nous permet de comprendre exactement la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Alors, je voudrais conclure. Quelle responsabilité pour les chercheurs à l'aide des débats sur la post-vérité? Donc, quelles sont les recommandations que nous avons faites dans ce rapport? Alors, je vais vous donner ces recommandations pour conclure, et puis les doutes que j'ai, parce que j'ai dit qu'en tant que scientifique, je doutais, mais là, je doutais vraiment. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, recommandations, d'abord, première chose, il est de notre devoir, en tant que chercheur, de réagir aux fausses informations. Premier point. Deuxième point, pour réagir, il faut avoir des stratégies de communication scientifique. Et stratégies de communication tous azimuts. C'est-à-dire des stratégies auprès du grand public. Et ça n'est pas simple, on l'a vu tout à l'heure. Il faut intéresser, il faut avoir un message qui soit compréhensible. Mais aussi auprès du jeune public, bien sûr, à l'école. Et un peu plus tard au collège. Et bien sûr, c'est plus difficile au collège. Et il faut bien comprendre que l'enseignement des sciences, dans nos collèges et dans nos lycées, n'est pas vraiment fait pour attirer les gens vers les sciences. On a plutôt tendance à les décourager. Ça a un caractère punitif. Il faut montrer quand même que la quête de la vérité est quelque chose de passionnant. Et puis, auprès des décideurs et des journalistes. Alors, on l'a vu tout à l'heure, il y a plusieurs types de journalistes, je suis d'accord. Et bien sûr, c'est une question, parce qu'il y a des journalistes qui sont très au fait de la chose scientifique, il y a des journalistes qui cherchent d'abord le sensationnel, et c'est un problème. Et puis, on peut continuer. Mais là où sont mes doutes, ah oui, puis promouvoir, c'était une question, promouvoir les sciences participatives. Avec un certain nombre de questions, mais l'idée que ça a pour mérite d'acculturer à la démarche scientifique, de faire comprendre la démarche scientifique, et de le faire très jeune, par exemple avec l'astronomie ou avec l'écologie, etc. Mais là où viennent les doutes, c'est la photo, la gravure de Paul Valéry, c'est qu'il y avait deux points qui ont été discutés. Alors je vais vous les livrer, et je vais conclure là-dessus. Le premier, c'est est-ce qu'il faut enseigner l'histoire des sciences et des controverses scientifiques? À titre personnel, je pense que c'est extrêmement salutaire, et que c'est très important. Il se trouve que dans notre groupe, un certain nombre de gens, sur la foi de conclusions de didacticiens, pensent que ça n'est pas bon. Moi, je ne suis pas d'accord, mais en tout cas, je vous livre ça. Je crois que c'est tout à fait essentiel. Il faut comprendre que la science n'arrive pas tout d'un coup, toute faite, qu'elle évolue, et que les vérités scientifiques sont des vérités que l'on peut mettre en cause, mais pas n'importe comment. Et je crois que c'est ça qui est important. Et puis, deuxième chose, la question, bien sûr, la mise en cause, souvent, des scientifiques, se fait au nom de l'intérêt que les scientifiques prendraient à prendre position dans telle ou telle direction dans l'espace public. Effectivement, cela peut tenir non seulement au fait qu'ils veulent défendre leurs propres travaux, mais aussi à des convictions morales, religieuses ou politiques qu'ils auraient. Et donc, question, est-ce qu'il faut faire part de toutes les convictions des chercheurs? Je ne suis pas tellement pour, parce que je crois que ce serait une police de la pensée terrifiante. Mais en tout cas, je vous livre toutes ces conclusions. Merci.